à tous et bienvenue sur le plateau de la quotidienne. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, avec Duke Menango, nous irons à Tiga. Il nous emmène à la découverte d'un sentier pédestre. Ce sera dans C'est bien de chez nous. Avec Anna, on s'intéresse aujourd'hui au dépistage du cancer du col de l'utérus dans On s'occupe de vous. Et pour finir, Camille Monnier nous parle de l'histoire du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais avant, place à l'invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Neji Daesh. Vous êtes le trésorier de la FACSAC. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est la FACSAC? C'est la Fédération des associations sportives, culturelles et artisanales de Koumak. D'accord. Donc, à la base, c'est un collectif Solidarité Vanuatu qui s'est créé donc, à Koumak, donc suite aux dégâts causés par le cyclone Pam chez nos voisins mélanésiens. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a démarré? Ça a démarré avec une collègue et amie, Valérie Crespin. On s'est rendu à Tana, au Vanuatu. Et de là, s'est créée une journée solidarité sur Koumak pour venir en aide aux gens de Tana du collège des Enguel. D'accord, donc c'est un collège où vous étiez déjà allé, que vous connaissiez déjà, et donc suite au cyclone, vous avez voulu les aider. Alors avant de poursuivre, je vous propose que l'on revienne justement sur les préparatifs de ce voyage sur le Vanuatu du collectif. Direction Koumak, des images signées Lindsay Wamo. Mercredi 30 septembre, c'était l'effervescence au domicile de Jean-Claude Toupaïssi, président de la Fédération des associations culturelles, sportives et artisanales de Koumak. Celui-ci, en compagnie d'autres personnes, transporte avec précaution de bien mystérieux cartons soigneusement emballés. Ah ouais, voilà, ils sont là. Ok. Aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous, nous, tous les membres du collectif, de la solidarité Vanuatu. On s'est donné rendez-vous ici pour commencer à mettre en trousseau les fournitures qu'on a dû acheter dû à la journée de solidarité Vanuatu qu'on avait organisée le 1er mai. Souvenez-vous, peu après le passage du cyclone Pam, les Calédoniens avaient fait preuve d'un formidable élan de solidarité. Les dons en nature et en numéraire avaient afflué de toutes les communes de la Calédonie. À Koumak, sous la bienveillance de Jean-Claude et de plusieurs bonnes âmes, le collectif Solidarité pour le Vanuatu s'était créé spécialement pour recueillir des dons et organiser une journée d'animation au profit des sinistrés. Au programme du sport, des stands de restauration et d'exposition d'artisanat, un défilé de couture et un podium libre. La manifestation avait rencontré un énorme succès, la population s'étant déplacée en masse pour donner encore une fois de son temps et de son cœur pour les sinistrés. Pour une meilleure efficacité, le collectif avait décidé bien en amont la destination des fonds récoltés. Beaucoup d'aide a été donnée au Vanuatu et on a ciblé sur l'enseignement, sur le scolaire. Ça fait qu'on va juste envoyer des fournitures pour les enfants. C'est ce qui s'est donc passé le 12 octobre, date à laquelle 5 membres de la FACSAC se sont rendus sur l'île de Tana pour remettre les trousseaux en main propre aux enfants du collège d'Izangel. Pourquoi on a décidé de faire ça? Parce que, en fait, il y a aussi l'échange humain entre nous et les Vanuatu. On sait qu'eux, ils sont dans le besoin, mais ce qui est bien aussi pour nous, c'est qu'on avait dit au départ qu'il faut un échange humain entre nous, les gens de Koumak, qui est le collectif, et ce collège des Izangel. Donne-moi le scotch. Avant le départ, les membres de la fédération avaient de nombreux projets en tête et leur mobilisation était au plus haut. Et voilà, premier carton qui est prêt pour le départ de Vanuatu. Nous verrons sur place en fait, avec le personnel pédagogique, les personnes du collège, ce qu'il y a à faire au niveau du collège. Donc s'il y aura de la peinture à faire, voilà, s'il faut couler quelque chose, donc il n'y a pas de souci, on interviendra et on les aidera dans ce sens-là. Le but de mon voyage au Vanuatu, c'est le fait d'avoir vu ces images à la télé et ça m'a donné envie de repartir pour les aider. Ça a été un collectif au départ et le noyau il est resté et on continue. La solidarité Vanuatu n'est pas finie encore. Maintenant il faut acheminer tout ça au Vanuatu. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc on l'a vu, le collectif s'est attelé à envoyer plutôt des fournitures scolaires. Pourquoi ça ?
En fait, à la base, quand je me suis rendu avec ma collègue lors du premier voyage, on s'est rendu compte que ce qui manquait dans un premier temps, c'est des affaires pour ces élèves. Ils allaient en classe et ils n'avaient pas de trousse, de cahiers, de stylos pour pouvoir écrire et puis bien sûr bien travailler en classe. D'accord. Donc c'est à partir de cette journée du 1er mai, hein, on l'a vu dans le sujet, que le collectif est devenu une fédération, la fameuse FACSAC. Comment ça s'est passé en fait? Oui, c'est vrai qu'à la suite de cette journée, le collectif est devenu une fédération car justement tellement que on a eu un élan de solidarité à Koumak et beaucoup d'associations présentes avec nous à cette journée qui a duré quand même toute la journée avec différents stands, avec différentes interventions et animations. Et donc ces associations assistaient à nos réunions et on faisait des points et des réunions. Du coup, on a décidé de créer une fédération et regrouper les associations de Koumak. D'accord. Donc là, on a vu les préparatifs. Donc une fois tous les trousseaux préparés, emballés, ils ont donc été acheminés au Vanuatu par une partie des membres de la FACSAC, dont vous-même d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé là-bas? Oui. Une fois que vous êtes arrivé. Une fois arrivé, on est arrivé à Port Vila et ensuite il fallait bien sûr amener au collège d'Izengel à Tana ses affaires. On a affrété par avion avec nos affaires. Et une fois arrivé à Tana, on s'est chargé avec... Donc on voit les photos là, de votre passage. Donc là, vous arrivez au Vanuatu. C'est ça, on arrive au Vanuatu et on récupère nos affaires bien sûr au bagage. Voilà, et ensuite on les amène au collège pour présenter ça bien sûr au personnel de direction, les professeurs. Là on voit une coutume, exemple, c'est la vice-présidente Susanna qui reçoit la coutume du professeur de français, Estelio. Et donc vous avez été accueillis par les élèves aussi, ils étaient présents? Oui, ils étaient là parce que c'était la semaine d'examen. Vous êtes resté une semaine entière, c'est ça? Oui, une semaine entière et c'était la période d'examen chez eux. D'accord, du brevet? Il y a le brevet et puis niveau CAP, on dira. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous avez déballé les trousseaux, vous les avez donnés Pas directement, on les a amenés, on les a posés sur site et ensuite le lendemain, ils ont fait, lors de la coutume d'accueil qu'ils ont fait avec un petit repas, on a ramené ensuite avec tous les élèves les cartons au centre de l'école et sous un banyan et on a commencé à distribuer des cartables parce qu'en fait avec la fédération, comme on a vu dans le reportage, il y a eu en amont la mise en sac de toutes ces affaires et ensuite on distribuait ça aux élèves, à chaque élève un sac. D'accord. Voilà. Et alors là-bas vous n'avez pas fait que remettre le trousseau, est-ce que vous avez pu constater peut-être également les dégâts mais surtout participer et aider? Oui, on a eu... j'ai mes collègues qui ont assisté à la surveillance d'examen où justement les calculatrices étaient le bienvenu parce qu'ils n'avaient pas ça pour l'épreuve de mathématiques. Et après, bien sûr, on a participé à différents échanges pédagogiques, différents échanges aussi, on va dire, de culture, des échanges sur la ville, sur le village, etc. D'accord, donc vous avez passé une semaine, donc ça passe vite une semaine. Oui. Est-ce que d'autres échanges sont prévus? Oui, dans le futur, on prévoit déjà de les aider pour clôturer, pour aménager l'établissement qui est vraiment dans un état très précaire. On a vécu là-bas quand même avec la fédération là, 3 jours, la fin du séjour, et on a pu voir que c'était très difficile, l'arrivée d'eau, il n'y avait pas d'eau potable et il fallait aller au puits pour pouvoir se laver. Et pas d'eau courante. D'accord. Voilà. Donc encore beaucoup de travaux à faire. Vous parlez d'une clôture également, c'est ça? Oui, c'est ça. Exemple, on a l'année prochaine, on a une nuit blanche qui va s'organiser, dont les fonds vont être utilisés pour continuer à construire cette école. On va dire pas construire, mais rénover cette école. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets de solidarité comme celui-ci avec le Vanuatu ou avec d'autres, parce que vous n'agissez pas que avec le... Oui, exemple, la semaine prochaine, on va dans une école, dans une classe Ulysse, où c'est des jeunes handicapés à l'école, et on a organisé un repas et on va remettre des petits cadeaux à ces jeunes.
D'accord. Et donc d'autres journées de solidarité seront organisées justement pour pouvoir récolter des fonds. Tout au long de l'année, à chaque fois, c'est ce qui va se faire. Et on va aussi participer au stand d'autres associations pour les aider déjà à leur journée. Et nous aussi continuer à récolter des fonds pour Tana. Alors justement, si on est intéressé, est-ce qu'il y a un contact où on peut joindre la fédération? Oui, Mekoun Tupaisi. Alors c'est le président de l'association. Le numéro. Donc le numéro de téléphone du président, le 98 71 21. Et il y a également une adresse mail qui est mekoun, MEKUNE 2015@gmail.com. Merci beaucoup Néji Daesh d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour Duke, aujourd'hui dans C'est bien de chez nous, on se rend sur l'île de Tiga. Bonjour Chloé, bonjour à la maison. En effet Chloé, aujourd'hui on se rend sur l'île de Tokanod, comme on dit en Nengone. Alors Tokanod qui est située entre les îles Nengone et Jehu. On sait qu'elle est administrativement dépendante de l'IFU, donc Jehu, mais elle reste tout de même peu connue des gens du pays et des touristes. C'est vrai Chloé, pourtant les richesses de Tokanod sont multiples. Par exemple la fertilité de son sol, le sol de Toka est propice à la culture des cucurbitacées, genre les pastèques, les concombres et tout ça. Mais un des produits phares de l'île de Toka, c'est les échalotes de Tokanod qui ont la cote sur le marché, les marchés du pays. Voilà des produits qui pourraient être des atouts économiques de la population, en tout cas de cette toute petite île qui ne fait que 11 km². En effet, Chloé, mais la première richesse de cette île, on va dire que ce sont les presque 150 âmes, 150 personnes qui vivent en permanence là-bas. Et là, une autre richesse de cette île-là, c'est leur culture, leur histoire, c'est l'histoire du pays tout entier, qui est chantée et dansée à travers des chorégraphies, des danses ancestrales, des danses qui sont menées sur des paroles qui sont tellement vieilles que certains mots dans ces chansons-là sont aujourd'hui difficilement, on peut difficilement les définir. Traduire, définir dans notre contexte en tout cas actuel. D'accord, et donc depuis longtemps les gens de Toka sont quand même désireux de partager justement ces histoires et puis ces éléments de la culture du pays en fait. C'est vrai Chloé, ce qu'on peut dire c'est que les gens de Toka, enfin cette île de Toka, elle détient, on va dire qu'elle détient des clés, des réponses qui concernent des questions sur notre existence à nous, les gens du pays, mais l'existence de l'humanité en général. Et de plus en plus, cette valeur-là, ce patrimoine culturel plutôt prend de plus en plus de valeur, notamment grâce au travail sur le terrain qui est mené par l'association Uninata Sonore Ededo. Alors justement, tu as pu assister à une inauguration, alors du moins une présentation d'un sentier pédestre là-bas. En effet, Chloé, ça s'est déroulé à l'occasion d'une fête du patrimoine. Et donc ce sentier, on va dire que c'est un projet provincial touristique avec la mise en valeur des paysages uniques que cette île de Tokanod propose. Mais on va aussi dire que c'est d'abord une volonté des gens de Toka de vouloir protéger et puis partager leur richesse culturelle, leur patrimoine culturel. Alors je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage réalisé donc à Tokanod. Nous sommes ici à Erehen, mais au tout début, on était sur un endroit où on appelle Natuowai. Natuowai, ça veut dire en français un endroit où on guette les bancs de poissons. Donc c'est un endroit où il y a une petite point de vue en hauteur et qui est posé sur le deuxième plateau, on va dire, pour identifier les poissons qui sont en bas à la mer, où il y a l'endroit de Erehen. Donc Natuowai, ça se trouve au-dessus de Erehen. Tout le projet repose sur l'association des jeunes de Tokanod qui supporte le projet, qui donne la main-d'œuvre pour ouvrir les sentiers et qui probablement servira également d'une part de point d'information touristique et d'autre part participera à l'entretien du sentier et éventuellement, sous réserve qu'ils aillent se former, à l'accompagnement des groupes qui les fréquenteront. Il y a des vieux qui ne sont jamais venus dans ces endroits. Et nous, en priorité, on fait monter d'abord aux vieux. Et puis, si jamais on voit par rapport au temps, si jamais dans le temps, ça se suit, si jamais il y aura des étrangers ou même d'autres personnes qui pourront venir, on sera d'accord. J'ai appris qu'il y avait quelque chose qui s'organisait sur Tiga,
Donc j'ai même pas hésité, parce que je suis là que pour quelques mois, Nouvelle-Calédonie. Et je me disais, j'espère qu'un jour, je pourrai aller sur la petite île de Tiga. Parce que ça paraissait inaccessible. La technique de faire des pièges de crabe de cocotier, ben nous on prend la noix de coco. La noix de coco, elle est toute entière. On prend la noix de coco, on coupe, on fait les entailles pour les ouvertures, pour avoir pour la pulpe à l'intérieur de la noix de coco, pour que comme ça, quand le crabe il va arriver, par exemple je le mets, là, je le pose dessus, comme ça, on arrive, on pose le coco dessus, une fois enlevé une fois entaillé dessus. La journée, ensuite le soir, on ne vient pas regarder. C'est le lendemain soir, on vient regarder. Et quand le lendemain soir on arrive, on a un crabe par-dessus. Et les crabes elles sortent un peu vers quelle heure? 9h du soir, elles tardent un peu dans la nuit quoi. Ça, voilà. Une heure précise. Voilà. Et donc les crabes elles arrivent avec l'odeur. Elles se propagent dans la forêt, dans les petites grottes, parce qu'il y a des endroits où les crabes ils se refusent dans les petites grottes. Elles vont sortir. L'odeur de la pulpe du coco. Le piège il sert combien de fois? C'est ça que qu'une fois? Les pièges ils peuvent se servir 4 fois, 3-4 fois maximum. Ouais, donc là, comme il n'y a plus la pulpe qui est à l'intérieur, ça c'est le crabe de cocotier qui a carrément épluché les noix de coco pour voir un peu la hauteur des. Il y en a une grotte par-dessus. C'est leur refuge aussi là-haut. Et là. Mais comme on est en été, ben, ils sont tous dedans les crabes de cocotier. Ouais. Au frais. Profite de toute cette paroi pour se rafraîchir. Pour la reproduction aussi, pour les petits. Et ceux-là aussi, celui-là, la liane qui est là, c'est un bagnon. C'est un bagnon sauvage. Et ce bagnon-là, eh ben, les vieux, ils prenaient avant pour faire le manche à sagaille. Ils coupent d'abord, ensuite ils récupèrent, ils enlèvent la peau, l'écorce. Ils prennent une ficelle ou une corde, ils attachent au bout carrément au-dessus. Et ensuite ils attachent sur une branche de l'arbre, carrément qui se trouve en hauteur. Ils attachent. Puis après en bas, il y a l'autre bout. Mais ils attachent le bout avec une corde même. Puis après, ça tire avec une pierre ou quelque chose de lourd. Pour que quand il va résister pendant 3-4 semaines, eh ben, le manche il reste toujours tendu et puis droit. Pour qu'ils récupèrent, pour qu'ils aient leur point de. Pour que ça soit bien. Comment là, ils visent bien le poisson quoi. C'est technique. Voilà le souyou, c'est celui-là. Celui-là le souyou. Souyou. Ce bois-là, cet arbre, eh ben, c'est un bois qui est plus solide. Qui est plus résisté, plus solide. Et puis qui peut résister pendant 40 ans. Même on dit 40 ans, 50 ans. Le souyou, celui-là. Il peut résister pendant 50, même plus. Et c'est avec ce pied-là qu'on fait les cases. Qu'on fait le poteau central, qu'on met on pose sur le support pour la case, pour monter le pignon. Et tout ça dans la structure originale de la case. Les faux-manguiers. Le latex qui est à l'intérieur, c'est du poison. Et nous, pour les crabes de cocotier, là, par exemple, nous on pose des pièges en dessous sur le pied de faux-manguier. Et si jamais un crabe arrive pour manger le faux-manguier, tout l'estomac du crabe là, ben elle s'est propagé du poison à l'intérieur. Et donc du coup le crabe il est plus mangeable. Et donc avec ce faux-manguier là, le latex qui est à l'intérieur, c'est du poison. Et avec les feuilles, ces branches et les feuilles, surtout les feuilles, ben, on prend pour mettre sur four à cochon, quand on fait griller du cochon ou four canac. Les bourraos. Bourraos aussi. Les écorces, surtout les écorces. Et celui-là, les écorces, on récupère les écorces de celui-là pour tresser les colliers et les bracelets. Et surtout le cœur qu'il y a dedans, on récupère aussi pour faire des ornements traditionnels. On fait
des formes avec les, tu vois, le cœur qui est à l'intérieur, le bois. On fait des formes et puis au bout on rajoute un peu des petits décors avec les plumes et tout ça pour faire, voilà, pour les danses, pour les prestations, pour tout ce qui est. Ben voilà, c'est ça. Wachomo, c'est la petite pointe qui est là derrière. Wachomo, mais en fait, Wachomo Malou, ça reste toujours sur le même secteur, le même endroit. Mais on dit Malou, dans Wachomo, on dit Malou parce qu'il y a une grotte. Mais sinon, c'est Wachomo, le nom de l'endroit. Il y a aussi en parallèle un programme en collaboration avec la DCK qui a effectué sur l'île et sur tout le couloir des sentiers une étude toponymique qui permet de restituer une partie de l'histoire de l'île et tout ce qui est les noms de lieux qui représentent l'histoire du lieu et qui donne une dimension humaine au parcours. En fait, dans cette grotte, c'est une grotte où, on va dire, là où les vieux ils ont fréquenté pour créer une danse et un chant. Ils viennent ici pour trouver la danse, pour trouver le chant, pour qu'au fil des temps, ça se perpétue par rapport à les générations qui vont se suivre après. Voilà, on espère que cette initiative va aussi permettre à l'île de Toka de trouver donc des pistes pour solutionner ces soucis qui sont liés donc, au manque d'eau courante et même en termes d'approvisionnement des marchandises. Bon, merci beaucoup Duke. Merci à toi Chloé et merci encore à vous à la maison. Bonjour Anna, nous parlons santé avec toi aujourd'hui avec un sujet douloureux, le cancer du col de l'utérus. Et nous verrons en particulier les moyens de dépistage et surtout pourquoi il est important de se faire dépister régulièrement. Bonjour Chloé et bonjour à tout le monde. Nous avions parlé il y a déjà quelques temps des problèmes liés au sein et des moyens de dépistage comme la mammographie par exemple. Alors aujourd'hui nous parlerons du frottis qui est le moyen de dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors est-ce que de nombreuses femmes sont touchées par ces maladies? Alors Chloé, il faut savoir que chaque année en France 42 000 femmes découvrent qu'elles sont victimes d'un cancer du sein et 4 500 d'un cancer de l'ovaire et 3 400 d'un cancer du col de l'utérus. Et sur le territoire, qu'en est-il? Sur le territoire, je n'ai pas de chiffres pour cette année ni l'année dernière, mais des chiffres qui datent de 2009 avec 23 cas qui avaient été diagnostiqués et c'est le 5e cancer le plus fréquent chez les femmes. Et selon l'évaluation menée toujours cette même année, il y a près de 52% des femmes qui avaient développé un cancer qui n'avaient jamais en fait été dépistées, qui n'avaient jamais fait de frottis. D'accord. Alors quels moyens de sensibilisation et de prévention sont mis en place ? Il faut savoir que la lutte contre le cancer est reconnue comme un problème, une priorité de santé publique par les élus du Congrès en 1994. Donc il y a un frottis de dépistage qui est pris en charge à 100% tous les 3 ans après 2 frottis normaux réalisés à 1 an d'intervalle. Et c'est une prise en charge qui s'applique aux femmes de 17 à 65 ans. Et c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit, il faut le savoir. L'analyse et l'examen du frottis sont pris en charge à 100% par un fonds qui est géré en fait par la CAFAT. Lorsque la personne se présente pour un examen, elle doit présenter le bon de l'agence sanitaire et sociale et du coup elle ne paye rien, n'a pas de frais à avancer. D'accord, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est exactement ça Chloé et je te propose et à vous également de suivre les explications d'Élodie qui est sage-femme à l'hôpital de Poigny. On regarde. Du fait de leur anatomie différente de celle des hommes, les femmes sont exposées à certaines maladies auxquelles les hommes ne sont pas confrontés. C'est le cas par exemple du cancer des ovaires ou du cancer du col de l'utérus. Donc ce sont des cancers gynécologiques.
L'utérus, c'est un muscle que toutes les femmes ont, qui est situé dans l'abdomen, donc c'est-à-dire dans le ventre de la femme. C'est la poche dans laquelle le bébé va grandir pendant la grossesse. Et cette poche, en bas, elle est fermée par une petite partie qui dépasse dans le vagin de la femme. Dans la plupart des cas, ce cancer est lié à un virus, HPV, ou papillomavirus comme on entend souvent. Et beaucoup de femmes attrapent ça lors de leur premier rapport sexuel si on ne se protège pas. Il faut savoir que ce virus, dans 9 cas sur 10, il va disparaître de lui-même tout seul, mais malheureusement, dans 1 cas sur 10, il va dégénérer en cancer. Pour prévenir ça, premièrement, je dirais qu'il faut utiliser des préservatifs. Il y a le préservatif masculin qu'on connaît bien parce qu'il est très répandu et qu'on en parle souvent. La plupart des gens savent l'utiliser. Et il existe aussi le préservatif féminin qui est un petit peu plus cher mais qu'on peut trouver gratuitement dans tous les dispensaires et dans les hôpitaux, du moins dans le nord et en province sud aussi. Il est un petit peu plus compliqué à utiliser parce qu'il faut bien maîtriser son corps, mais derrière, tout est bien expliqué derrière la pochette. Et puis vous pouvez toujours aller rencontrer un médecin, une sage-femme, une infirmière qui montre comment ça s'utilise. Et ça, ce sont les 2 seuls moyens qui empêchent d'attraper les infections sexuellement transmissibles et donc le papillomavirus, puisque c'est un virus qui se transmet par voie sexuelle et par contact sexuel avec ou sans pénétration. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui se développe assez lentement. Donc c'est souvent les femmes les plus jeunes qui sont atteintes, c'est un cancer de la femme jeune, mais qui se développe lentement. Malheureusement, il ne donne aucun signe. Il n'y a pas forcément de perte, de douleur. On ne se rend pas compte, on ne peut pas savoir comme ça si oui ou non on est porteur du HPV et qu'on risque d'avoir un cancer, ou même si on a un cancer du col de l'utérus. Le seul moyen efficace pour savoir si oui ou non on est atteint, c'est de faire le dépistage. Et le dépistage, il se fait via le frottis. Donc le frottis, c'est un examen qu'on peut faire gratuitement chez son médecin, chez les sages-femmes ou avec un gynécologue. On peut demander un bon à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie directement sur Internet ou par téléphone. Et si on est inscrit dans le registre, on reçoit ce bon tous les 3 ans pour faire le frottis gratuitement. C'est un examen qui est indolore et assez rapide. Ce n'est pas forcément très agréable, mais ça ne fait pas mal. Donc quand la dame arrive, on va lui poser des questions, quelques questions de routine pour connaître un petit peu son dossier, ses antécédents. Ça se fait en dehors de la période des règles. Et puis on va proposer à la dame de venir s'installer sur le fauteuil, les jambes écartées. Ensuite, on va insérer un petit écarteur qu'on appelle le spéculum. Il existe différentes tailles. On choisit en fonction de la morphologie de la femme. Puis, on insère dans le vagin le spéculum et on écarte les parois du vagin pour voir apparaître au fond du vagin le col de l'utérus. Et ensuite, on va prélever des cellules sur ce col de l'utérus à base de petits instruments. Des cellules à l'intérieur du col et quelques cellules à l'extérieur du col qu'on va déposer sur une lame et qu'on va envoyer au laboratoire à Nouméa. Ensuite, quelques semaines après, on a le résultat. Si le frottis est bon et que c'était le premier frottis de toute la vie, le premier qu'on a fait, il faudra revenir 1 an après. Si on avait déjà fait des frottis auparavant, il faudra revenir dans 3 ans. Par contre, s'il y a des lésions qui apparaissent au frottis, là, si c'est une sage-femme qui a fait le frottis, elle va passer le relais à un gynécologue et en fonction du stade des lésions, il va y avoir un traitement qui va être mis en place. Donc le traitement, ça peut être une chirurgie, ça peut être une chimiothérapie, ça peut être une radiothérapie en fonction du stade des lésions et de ce qui a été retrouvé. Si on détecte un cancer et que c'est pris à temps,
ça se soigne. Mais malheureusement, il faut savoir qu'il y a encore tous les ans des femmes qui décèdent du cancer du col de l'utérus en Nouvelle-Calédonie. Le frottis, c'est un moyen de dépistage, c'est pour voir si oui ou non il y a les lésions. Et le moyen de prévention, c'est le vaccin. Il existe 2 vaccins sur le territoire pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Alors ce vaccin, il peut se faire gratuitement chez toutes les fillettes à l'âge de 12 ans, avec l'autorisation des parents. Et il y a un rattrapage possible jusqu'à 14 ans. Après, il y a toujours moyen de faire le vaccin plus tard, mais dans ce cas-là, ce sera payant. Et les études conseillent de faire le vaccin au plus tard, la première année après le début de l'activité sexuelle. Il ne faut pas confondre le cancer du col de l'utérus avec d'autres infections sexuellement transmissibles qui sont aussi très présentes en Nouvelle-Calédonie, comme chlamydia ou la syphilis. Pour ces autres infections, parfois on a des symptômes, mais pas toujours. Donc là, pareil, le seul moyen de se protéger, c'est le préservatif, c'est l'utilisation du préservatif à chaque rapport. Mais par contre, si on constate des écoulements, des brûlures, des démangeaisons au niveau de la vulve ou du vagin, il ne faut pas hésiter à venir consulter une sage-femme, un médecin, un gynécologue, afin de faire des prélèvements et de pouvoir être dépisté et surtout soigné. Voilà, des informations qui, j'espère, vous auront convaincu de l'importance du dépistage. Est-ce que tu as des infos pratiques, Anna, s'il te plaît? Oui, juste le numéro de l'Agence sanitaire et sociale, qui est le 25 07 65. Très bien, merci beaucoup, Anna. On te dit à vendredi. À vendredi. Pour notre fin bon aujourd'hui, je vous propose du sucré. Donc c'est un plat qui peut être servi en dessert ou au goûter avec le thé. Il s'agit des cigares au miel. Alors c'est Nabila, une passionnée de cuisine, qui nous propose sa recette. Les cigares au miel donc à base de feuilles de briques, de poudre d'amande et de miel bien sûr. On regarde tout de suite la recette de Nabila. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des gâteaux orientaux le plus facile. En général on a entre 8 et 10 ans quand on commence à le faire. Alors c'est des cigares aux amandes. Maintenant vous pouvez mettre autre chose ou de la poudre de noisette, mélanger les deux. Il y en a même qui mélangent avec de la poudre de coco mais toujours avec des amandes. Sinon ça gonfle quand on fait frire que le coco tout seul. Alors, c'est à base de feuilles de briques, de poudre d'amande, de cannelle, eau de fleur d'oranger pour mouiller et du sucre. Et à la fin, on fait tremper les cigares dans le miel et on décore avec des amandes concassées. Alors, la feuille de brique ressemble à la feuille de nem. Mais la différence, la feuille de nem est faite à base de farine de riz, la feuille de brique est faite à base de farine de blé. C'est pour ça que quand vous allez acheter les paquets, vous allez trouver une feuille dessus et une feuille dessous. C'est pour éviter que la feuille sèche. Si elle sèche, on ne peut plus mouiller comme la feuille de nem pour la rattraper. Nous allons commencer par faire notre petite farce. 150 g d'amandes, 70 g de sucre, notre cuillère à café de cannelle et on va mélanger le tout qu'avec de l'eau de fleur d'oranger pure. Avant de la verser, on mélange un petit peu tout ce qui était sec. L'eau de fleur d'oranger, vous la trouvez partout, hein, dans tous les supermarchés, les petits magasins. Il n'y a pas des endroits spécifiques où il faut aller la chercher, quoi. Et toujours au rayon pâtisserie, bien sûr. Là, vous trouvez la levure, la vanille. Elle se colore, elle devient un petit peu couleur chocolat. Par rapport à la cannelle. Hein. Voilà.
C'est super parfumé. Alors maintenant, nous allons passer au pliage de la feuille. C'est vraiment un jeu d'enfant, hein. On prend un petit peu du bord. Vu qu'on a mouillé la poudre d'amande, si je plie pas, ça va être trop fin, ça risque de traverser et du coup, quand on va faire frire, tout va éclater. Alors, on plie le premier bord, on prend l'équivalent d'une cuillère à soupe, qu'on pose. Je vais prendre le premier côté, quel qu'il soit droit ou gauche, comme vous voulez. On ne fait pas de politique avec les gâteaux. Voilà. Et il suffit de tourner jusqu'au bout. À la fin, vous mouillez avec un peu d'eau pour que ça puisse coller. Alors, on prend un petit pinceau, on le mouille tout simplement à l'eau. On mouille la petite bordure. On appuie un peu. Et voilà notre cigare qui est prêt. Maintenant, on va passer à la friture. Je reviens au nombre de cigares. Dans un paquet de briques, vous avez 10 feuilles. Donc c'est à vous de voir au nombre de convives, pour vous-même, etc., combien vous voulez en faire. Si vous voulez faire 20, eh bien, c'est tout simple, vous doublez les rations. Alors, le côté qu'on a collé, on le met toujours face à l'intérieur de la poêle, hein, pas au-dessus, sinon automatiquement, voilà ce qui va se passer. Voilà, vous coincez un tout petit peu, le temps que la feuille de brique se colle. Et vous allez voir, hein, en 2 minutes, ça va être frit. Vous jetez un peu d'huile comme ça pour faire gonfler la feuille. Je vous fais l'exemple d'un cigare, mais j'en ai préparé quelques-uns à l'avance. Et vous allez voir ce que ça donne à la fin. Ben, finalement, on les fait frire comme les nems, sauf que c'est sucré. Par contre, avec la même feuille, vous pouvez faire aussi les versions salées. Après la friture, n'attendez surtout pas longtemps pour passer à l'opération miel. Sinon, le cigare va refroidir et le miel n'aura pas le temps de fondre dessus. Une toute petite cuillère à café, vous le voyez, par cigare. Alors voilà. Et du coup, comme le cigare est chaud, ça va l'enrober. Voilà. Puis, on passe aux amandes dont je vous ai parlé tout à l'heure, concassées. Pour faire joli. Et puis, c'est très bon quand on fait la mise en bouche. Ça craquelle un peu par rapport à la pâte d'amande qui est à l'intérieur, qui est beaucoup plus molle. Et voilà. Aujourd'hui, pour ce dernier C'était hier de l'année, tu vas nous parler de l'histoire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Oui, bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que le Congrès? Eh bien le Congrès, c'est l'Assemblée délibérante qui a pour vocation de voter le budget de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les délibérations et les lois du pays qui lui sont soumises. Alors il partage en fait des textes avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'il élit et qu'il contrôle. Alors depuis quand existe-t-il? Alors il existe en fait cette Assemblée actuelle et en fait l'héritage d'un long passé institutionnel. Il faut savoir qu'au fil de l'histoire du territoire, eh bien, elle a connu plusieurs noms et a changé de mode de fonctionnement. Alors pour commencer, la première Assemblée territoriale du territoire a été créée le 2 avril 1885. C'était d'abord un conseil général, voilà pour son petit nom. Et donc il était élu pour 6 ans et renouvelable par moitié tous les 3 ans. Alors là, à l'époque, il votait le budget et décidait du financement des gros travaux. Alors
Alors, il faut savoir que c'est au début de la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil général va être dissous, voilà pour encore une histoire, un chamboulement, et remplacé par un nouveau nom, donc le Conseil d'administration, avec à ce moment-là 12 membres. Nommé par le gouverneur Henri Soto en 1944, eh bien, il est rétabli. Il faut savoir aussi que c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que les choses vont changer. La Nouvelle-Calédonie cesse d'être une colonie et devient un territoire d'outre-mer. Le corps électoral s'agrandit, les femmes vont pouvoir voter et les Kanaks deviennent des citoyens. En 1957, eh bien, cette institution va encore changer de nom pour devenir l'Assemblée territoriale. Et c'est à ce moment-là que je vous propose de revenir en images sur ce passé à partir de cette date jusqu'à nos jours, revenir avec des témoignages de 2 membres qui ont siégé à cette époque. On regarde. Il faut voir la période dite coloniale jusqu'au lendemain de la guerre, puis la période où on est devenu un territoire d'outre-mer, et après la période que nous connaissons actuellement. Donc on est passé d'un conseil général à une assemblée territoriale et qui découlait de la loi cadre de métropole, dite loi de fer. Et puis ensuite, il y a eu le congrès avec la nouvelle organisation de la Calédonie. Pendant 42 ans, j'ai siégé à l'Assemblée territoriale et au Congrès, puisque j'ai été élu pour la première fois en juillet 1967 et que j'ai quitté en 2009. Syndicaliste, je suis arrivé au Congrès, donc élu en 1967. Et tout à l'heure, je disais, nous étions à l'époque 34 élus. Sur les 34 élus de l'époque, il ne reste plus que Jean Lec, Paul Grisselli qui était l'extérieur du territoire, et puis moi. Donc c'est pour ça que je disais, en Calédonie, nous sommes les 2 derniers Mohicans. Et j'avais 39 ans. J'ai été, pendant de longues années, le plus jeune président du Conseil général, qui était l'Assemblée précédente, de l'Assemblée territoriale et après du Congrès, jusqu'au moment où Louis Cotte a été élu. Et il a été élu plus jeune que je ne l'étais lors de ma première élection. Mais vous savez, ce lieu m'est connu depuis les années 56-57. 1956-1957, puisque j'étais syndicaliste. Et donc, c'était l'ancienne Assemblée territoriale à l'époque. Et lorsque on avait des grèves, que ce soit pour la parité des salaires d'abord en 1956, la CAFRAT en 1957, 1958, 1961, 1964, la retraite des vieux travailleurs ou le Fonds social d'habitat, on avait donc obligatoirement des entrevues au Congrès, donc avec le président du Congrès, qui était à l'époque Antoine Grisselli. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'était l'Assemblée territoriale à l'époque qui prenait les délibérations concernant l'organisation de tous, je dirais, ces acquis sociaux. L'acte principal pour l'Assemblée territoriale, c'est de voter le budget. Donc chaque année, à la session budgétaire de fin d'année, on avait des débats importants, parce que voter le budget, ça veut dire examiner tous les secteurs de la vie de la Nouvelle-Calédonie. Et on a eu aussi des débats importants sur la politique sociale menée, hein, je me souviens de ces débats, et puis on est appelé souvent à donner des avis sur des textes de loi. Alors là, c'est la Constitution qui le prévoit, de la République française, et ça a toujours été important. Les sessions étaient déterminées par la loi, une session administrative au début d'année, une session budgétaire en fin d'année. Et quand nous étions en session pour 2 mois, les séances du Conseil de l'Assemblée étaient parfaitement bien réglées. Nous nous réunissions du mardi au jeudi, mardi, mercredi, jeudi, le matin en séance plénière, en séance publique, l'après-midi en commission. Le vendredi étant réservé pour les élus au contact
qu'ils ont avec la population ou aller et faire des visites de service. Et j'ai gardé un bon souvenir de débats extrêmement importants. On a eu à débattre des lois Biot. Et puis ce qui m'a marqué, c'est quand même les grands débats. Les grands débats lorsque l'État, par les lois Biot, nous impose les 3 lois Biot, un package des lois Biot, puisque on ne pouvait pas voter pour une et contre l'autre. Donc ça, c'était ce qu'on pourrait appeler pratiquement un viol des institutions par l'État. Ah ben, la loi Biot, c'était la perte de pouvoir par la Nouvelle-Calédonie dans un certain nombre de domaines, et notamment dans le domaine minier, où on perdait nos compétences vis-à-vis de l'État. Et puis il y avait aussi une loi dans les lois Biot qui concernait les municipalités, les mairies, et qui organisait, qui définissait la nouvelle organisation des communes qui devenaient communes de la République française. Il y a eu d'autres moments forts. Ça a été aussi l'époque de la loi foncière, la loi Dijoux, sur la réforme foncière, où il y a eu une intrusion d'Assemblée, comme je le disais tout à l'heure. On peut dire que le public avait violé l'institution. Il était rentré en force, masqué, cagoulé, avec des battes de baseball. Donc ça a été marquant. Et puis il y a eu les grands débats à l'époque de la FNLC et du Front indépendantiste, donc l'accord avec Jean-Marie Tjibaou, et surtout le grand débat sur la fiscalité. Ce grand débat sur la fiscalité, c'était une grande réforme, une profonde réforme qui a été mise en place avec Jean-Marie Tjibaou, donc un contrat de gouvernement qui donc a bien marché pendant 3 ans. Et là, le regret que l'on peut avoir, nous, aujourd'hui, c'est que l'État, et plus particulièrement le gouvernement socialiste, ne nous avait pas compris, n'avait pas compris notre démarche. Nous n'avons pas été soutenus dans notre démarche. Ce qui a donc ensuite dégénéré par les événements et la création du FNLKS en 1984. Si le Rassemblement pour la Calédonie a été créé à l'initiative de Jacques Lafleur, c'est parce que nous avions des divisions à l'Assemblée territoriale énormes, énormes. Et je me souviens qu'une année, il y avait de telles difficultés, on a voté le budget qu'au mois de juin, et on fonctionnait avec des 12e provisoires, ce qui est aberrant quand on y repense encore. Et il y a eu ensuite un regroupement des groupes. Et c'est vrai qu'après, pendant la période dite des événements, il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe qui maintenait la Calédonie dans la République, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, le RPCR, et puis d'autre côté, les partis indépendantistes. Le Congrès, aujourd'hui, prend des lois de pays. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis de dire aux jeunes que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est un petit parlement, puisqu'il vote des lois de pays. Il pourrait en voter davantage, mais il a déjà voté plus d'une centaine de lois de pays depuis que ça existe. Et je crois que c'est important. Ça a changé. Le Congrès a changé aussi, c'est parce que dans le passé, il y avait le Congrès comme institution et les communes. Ensuite, il y a eu les régions et surtout les provinces. Les provinces où une grande partie des compétences sont passées aux provinces. Mais il n'empêche pas moins que le Congrès a un rôle, je dirais, d'autant plus important aujourd'hui, c'est que c'est lui qui fixe l'impôt, c'est lui qui vote l'impôt, c'est lui qui vote le budget de la Calédonie, avec un système de répartition sur les provinces et sur les communes, et surtout qu'il vote des lois de pays. Et les lois de pays ne sont pas des lois simples, ce sont des lois qui sont aujourd'hui constitutionnalisées. Le Conseil général a été un apport important pour le développement de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée territoriale aussi. Et il y a eu des gens de grande valeur et qui savaient se réunir sur les grandes questions concernant la Nouvelle-Calédonie. C'est clair que s'il y avait des options politiques, au moment difficile de la vie de la Calédonie, ils savaient se réunir.
Voilà, alors Camille, peux-tu nous parler du rôle du Congrès aujourd'hui? Alors oui, hein, le Congrès, en fait, il faut savoir que c'est la première institution de la Nouvelle-Calédonie. Les autres institutions sont le gouvernement, les provinces, le Sénat coutumier, le Conseil coutumier et enfin le Conseil économique et social et environnemental. Donc voilà, le Congrès, en fait, est avant toute chose une assemblée d'élus issus des 3 provinces. Et bien, ces élus appartiennent à différents partis politiques, bien sûr. Certains peuvent former au sein du Congrès eh bien, des groupes politiques. Le Congrès donc, comprend 54 membres qui portent le titre de conseiller de Nouvelle-Calédonie et ils sont élus pour 5 ans. Merci beaucoup Camille, on te retrouve dès demain. Oui, merci Chloé, à bientôt. C'est la fin de cette émission, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même chaîne, même heure.